Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Avant de présenter l'invité de cette semaine, je veux remercier François Tifo, un fan de longue date du podcast qui vient récemment de s'inscrire sur le Patreon de Papa PhD et qui est maintenant un contributeur mensuel à la production du podcast. François, un énorme merci d'être fan. Merci des commentaires que tu as laissés sur Podchaser. J'en suis énormément reconnaissant. Si tu veux toi aussi contribuer à la production de Papa PhD, il suffit de se rendre sur papaphd.com/Patreon, de s'inscrire, de faire un don unique ou de choisir son niveau. Et maintenant, pour l'épisode de la semaine, je vous apporte Marie Itoiz. Marie a un trajet en histoire et a partagé avec moi le cheminement qui l'a mené de son doctorat au poste qu'elle occupe aujourd'hui chez Capgemini comme consultante fonctionnelle. C'est là où je me suis dit, de toute façon, la voie de la recherche pure était très compliquée dans le sens où obtenir un poste en France, c'était difficile. Donc c'est vrai que c'est une idée qui m'a un peu effleuré l'esprit, mais très rapidement je l'ai remisée de côté puisque elle était vraiment impossible à réaliser, ou alors dans beaucoup d'années et avec beaucoup d'efforts, ce que je n'étais pas forcément prête à accepter. Et je me suis dit on va aller voir du côté médiation scientifique, valorisation, qu'est-ce qui se passe. Et puis une fois qu'on se dit on va voir de l'autre côté, pourquoi ne pas carrément ouvrir la porte en grand et se dire on va peut-être aller voir aussi dans des entreprises privées, qu'est-ce qui me plaît, etc. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquer dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie Itoiz. Actuellement, Marie aime dire avec humour qu'elle entame sa 3e carrière professionnelle. Elle a été enseignante dans le secondaire en sciences de la vie et de la Terre, puis jeune chercheuse en histoire de la géologie avec un passage dans la valorisation du patrimoine scientifique instrumental. À présent, Marie est consultante fonctionnelle dans une entreprise de services du numérique. Bienvenue sur Papa PhD, Marie. Bonjour David, merci beaucoup. Je suis super content que tu sois là. Les auditeurs ne le savent pas encore, mais tu as un parcours qui est très, très varié. Mais je vais te laisser juste te présenter rapidement, que tu parles un petit peu de qu'est-ce qu'était ton doctorat et après on partira de là pour explorer le reste. Ok, très bien. Donc effectivement, moi j'ai fait une thèse en histoire des sciences et des techniques à l'université Paris-Saclay, donc en France, dans la région parisienne. Et le sujet, en tout cas l'intitulé de cours de ma thèse, c'est l'émergence de la pétrographie microscopique. Alors brièvement, en gros, j'ai étudié la manière dont certains scientifiques au 19e siècle observaient des roches et la manière dont la technique a évolué sur le 19e siècle jusqu'à utiliser en fait un microscope avec de la lumière polarisée et des sections toutes fines en fait de roches qui permet de la voir par transparence. Donc ça a été mon travail de thèse pendant 4 années en fait. OK, quand même. Ouais. Et c'est intéressant. Je connais, moi, aujourd'hui, des gens qui font ce travail-là et entre de la microscopie, de balayage. En tout cas, je connais un peu la face moderne de ce dont tu viens de parler. C'est ça, voilà. C'est l'utilisation de la lumière polarisée et puisqu'en fait, elle a été découverte début du 19e siècle et utilisée en fait à ce dessin-là notamment pour observer et décrire en fait les roches puisque c'était une manière d'avoir des indications supplémentaires pour distinguer une roche, faire un minéral d'un autre minéral et donc différencier, dire ça c'est telle roche plutôt que telle autre roche. Donc c'est tout ça qui s'est mis en place.
Super intéressant. Et je connais aussi d'autres mondes je connais quelqu'un qui travaille dans l'histoire, mais du côté musique. Et c'est vraiment intéressant de voir tout le travail qu'il y a d'aller dans les bibliothèques, de sortir des vieux documents. C'est vraiment passionnant. Ah ouais, non. Maintenant. Super souvenir. Ouais. Et est-ce que tu peux partager un petit peu quelles étaient les étapes précédentes? Donc, avant le doctorat. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire un doctorat? En fait, on en revient à la première carrière que j'ai occupée. En fait, j'ai enseigné pendant 3 ans dans le secondaire. Secondaire, en fait, c'est des élèves en France de 11 ans jusqu'à 18 ans. Donc, c'est collège et lycée. Okay. Et j'ai enseigné ce qu'on appelle les sciences et vie de la Terre, donc biologie et géologie. Et durant ces moments d'enseignement, j'étais pas titulaire de concours ni quoi que ce soit. J'étais remplaçante. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, il y avait des expériences historiques qui étaient utilisées pour décrire en fait comment un concept scientifique ou comment une théorie scientifique avait été émise par le savant. Et moi, ça m'avait beaucoup interpellée à l'époque. Je savais pas trop comment l'utiliser en termes pédagogiques pour bien l'utiliser pour décrypter les notions scientifiques, bien le faire comprendre aussi aux élèves que on n'était pas dans les mêmes contextes historiques, etc. Donc il y avait pas mal de billes que je n'avais pas pour utiliser ce type de documents et de narration pour construire en fait une séquence. Et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? J'étais assez jeune à l'époque encore. Et je me suis dit, tiens, reprenons nos études, allons faire un master en fait en histoire des sciences pour avoir ces billes-là et pouvoir en fait répondre à ces questions-là et être un peu plus solide en fait sur ces sujets. Mais ça m'a tellement plu. En fait, c'était un master de recherche en fait que j'ai fait à l'époque à l'université de Bordeaux. Et ce master de recherche nous a très rapidement mis le pied à l'étrier en termes de recherche, c'est-à-dire de construction de bibliographie, de travail en archives, puisque c'était quand même un master en histoire des sciences. Et là, c'est vrai que les premiers contacts avec les documents d'archives, ça a vraiment été un coup de foudre, on va dire. C'est clair. En dehors des éternuements à cause de la poussière, mais vraiment, ouais, non, ça a été top. Et j'ai fait un premier mémoire en M1 qui était biographique, et en M2, on nous demandait un mémoire de recherche d'une centaine de pages. Et c'est là où en fait j'ai posé les ébauches en fait de mon travail de thèse. Donc c'est là aussi où j'ai été notamment plus en archives, et notamment je suis allée à Paris chercher des documents d'archives, et ça c'est là où il y a des super souvenirs, parce que aller à l'Académie des sciences, aller chercher des documents, c'est plutôt sympathique. Donc c'est clair. C'est pas mal. Non, c'est des choses qu'on voit ou dans des documentaires ou dans des films de fiction où il y a quelqu'un qui va chercher le très vieux document. Là, ça doit être des moments de grande émotion. Ouais, je suis sûr. C'est tout à fait ça. Et puis se dire que c'est moi, il y a certains des ouvrages, ils étaient colorisés à la main. Donc là aussi, c'est des très beaux ouvrages. Et puis je suis dans une période où j'ai de la chance, parce que les documents, on peut les toucher. C'est du 19e siècle, donc ça a quand même plus de 100 ans minimum. Donc il y a déjà une petite émotion. Il y en a certains, ils sont écrits à la main. Il y avait un fonds d'archives d'un des chercheurs sur lequel j'ai travaillé. C'était son fonds d'archives personnel. Donc il y avait des lettres à sa famille, il y avait des dessins de ses voyages, etc. Donc c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de très très beaux moments. Donc et c'est vrai que ça m'a tellement accroché que j'ai continué et j'ai fait une thèse. Tu as fait la thèse, très bien. Et juste parce que là tu enseignais, et est-ce que pendant ce trajet-là, parce que là on dit 2 ans de master après la thèse, et on va en parler un peu de comment ça s'est passé dans la thèse, mais à un moment donné, tu t'éloignes temporellement de cette activité qui était l'enseignement. Oui. 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que pendant cette démarche,
tu continuais à penser, bon, mais à un moment donné, je vais retourner voir mes élèves, ou est-ce que tu avais d'autres pensées, ou est-ce que ta pensée par rapport à ton avenir professionnel changeait au fur et à mesure que tu avançais dans tes années d'études? En fait, tu fais très bien de poser la question parce que en master, on nous a toujours dit, en tout cas le directeur du master m'avait toujours dit c'est très difficile de faire une thèse en histoire des sciences par la suite puisqu'il y a très peu de financement. Donc soit il faut avoir une source de financement extérieur, soit avoir un travail à côté, soit décrocher un contrat doctoral, donc un CDD de 3 ans financé par en fait une université, mais c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui finance. Donc j'ai toujours été dans l'idée de me dire très bien, c'est une voie possible, mais essayons en fait de l'élargir au maximum. L'idée de repartir dans l'enseignement secondaire était pas totalement occultée, puisque de toute façon sur cette période-là j'ai continué à donner des cours à domicile en tête-à-tête en fait avec des élèves. Et j'ai aussi en fait participé à un programme qu'organisait l'université qui était les littéraires en entreprise. Je sais même plus s'il existe, mais ça permettait en fait d'être formé à de la rédaction de CV, à du pitch un tout petit peu, ce genre de choses, et ça m'a permis de faire un stage et de travailler un tout petit peu avec Marc Chevalier notamment que tu as eu en interview. Ah oui. Ouais. Ah, c'est super ça. Voilà. Sur de la rédaction de contenu scientifique en fait. Donc, mais c'est génial. Tu vois, là, les auditeurs, on n'en avait pas parlé. Elle vient de me partager ça. C'est génial. Marc, c'était quelqu'un avec qui je veux reparler sur le podcast. Une super belle entrevue. Je devrais savoir par cœur ce numéro de son épisode. Je vais peut-être chercher ça pendant qu'on parle. Mais ok. Donc, rédaction scientifique. Ça vient me faire parler de quelque chose que je trouve important, qui est comment tu as appris que ces formations-là existaient. Est-ce que c'était quelque chose qui était annoncé dans ta faculté ou c'était par conversation entre collègues? Comment tu as eu accès à ces ressources-là, disons, parce que je trouve ça génial que tu aies pris le temps de faire ça, mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'aller chercher ces ressources-là. Non. Alors, comment j'avais vu ça? Je crois que j'avais vu ça par un mail, parce qu'on recevait souvent des messages de l'université, et il me semble que j'avais eu un doublon par mon directeur de mémoire à l'époque, qui était Pascal Duris, qui était le directeur aussi du master, qui savait que j'étais ouverte à pas mal d'opportunités et que la question de l'orientation, moi, m'avait toujours préoccupée, en tout cas en rentrant, dès que je rentrais dans ce master, c'était quelque chose que j'avais plus ou moins en tête. Et c'est vrai que ça a été une belle expérience dans la rédaction, dans pas mal de choses. Et le contact, pitcher, CV, etc. Et même pour la rédaction de contenu, j'ai appris beaucoup de choses avec Marc en termes de méthodologie, en termes d'outils. Donc vraiment, c'est des choses par la suite après qui m'ont été très utiles. Et puis, c'est une expérience supplémentaire aussi en communication, tout simplement, savoir cibler des mots-clés, etc. Enfin, ça a été très, très belle expérience. C'est génial et Marc est très sympathique, très ouvert à aller te contacter sur LinkedIn. Donc, si vous voulez aller écouter l'épisode de Marc, l'épisode s'intitule « Faire les bons choix au doctorat » et vous le trouverez sur papaphd/76. Allez écouter parce que vraiment, quelqu'un d'inspirant et comme je dis, quelqu'un que je veux ramener au podcast. Mais c'est génial et d'ailleurs, moi, je le sais parce que je sais un peu ce que tu as fait, que tu as fait de la rédaction scientifique par après, mais c'est un autre chapitre. On est encore au doctorat. Je trouve que tu as fait un très bon choix d'aller chercher des formations comme ça parce que l'université, d'être dans le milieu universitaire, c'est une opportunité et quand on est dans une thèse, on peut avoir beaucoup cette vision cette tunnel vision, comme on dit en anglais, de juste travailler sur sa thèse et sur son sujet. Et pourtant, il y a tellement de ressources
auquel on a juste accès quand on est à l'université. Une fois que la thèse est finie, là, il va falloir aller trouver, payer pour avoir une formation en rédaction. Et donc, je sais pas si tu as quelques mots à dire à l'auditoire là et quelques conseils. Ah si oui parce que moi j'ai essayé de le faire d'une certaine manière et c'est vrai que c'est très difficile en fait de le faire quand on est en thèse parce qu'on a beaucoup d'impératifs et je pense qu'on en a encore plus en tout cas en France quand on est en sciences, que ça soit biologique comme toi ou en physique ou quoi que ce soit, c'est encore plus difficile en fait de dégager du temps par rapport aux contingences qu'imposent en fait soit les directeurs de thèse, soit les encadrants de publication d'articles, d'expériences, etc. Et au contraire en fait ces 3 années-là, je l'ai découvert par la suite sur un petit poste que j'ai occupé l'année dernière. À l'université de Clermont sur l'encadrement du doctorat et il y a tellement de possibilités de formation, de prise de contact à l'entrepreneuriat, de possibilités de faire des stages aussi. Enfin, c'est tellement riche que et surtout en fait c'est gratuit. Donc quand on est étudiant, c'est pas du tout négligeable et avec des personnes qu'on rencontre, on peut commencer à se créer un réseau. On peut aussi en fait prendre des contacts pour plus tard éventuellement et prendre de la connaissance. C'est surtout ça en fait. C'est se dire que de pas penser le doctorat comme quelque chose de statique. C'est une expérience professionnelle et on a la possibilité en fait d'enrichir cette expérience professionnelle de tellement d'autres manières différentes, que ça soit en connaissances techniques sur des logiciels, sur des formations spécifiques, mais aussi pour développer les soft skills en management aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles que oui, il faut en profiter. On est totalement capable en tant que doctorant de le faire, de gérer ce genre de choses et il faut profiter de ces années-là en fait pour ouvrir son esprit autant qu'on le fait quand on travaille sur sa thèse. Oui, je suis totalement d'accord. Question, est-ce que dans tout ça, tu as eu aussi l'occasion et le temps de participer à des groupes étudiants ou peut-être des groupes de lecture, des groupes d'écriture? Parce que je trouve que une autre chose qui arrive souvent en thèse, c'est la solitude. Est-ce que tu as eu dans les stratégies que tu as suivies et dans les choses que tu es allé chercher, il y a eu un côté plus social comme ça ou non? Alors, j'ai la chance d'avoir été dans un petit laboratoire. Donc, et je suis rentrée en même temps qu'un autre doctorant. Donc, ça a facilité. Et il y avait d'autres doctorantes qui étaient en place. Et assez vite, on avait une salle commune puisqu'on travaillait tous. Quand on se rencontrait, on travaillait tous là. Dans cette salle commune et assez vite en fait on a créé des affinités ou en tout cas on s'est retrouvés pour essayer de travailler ensemble ou garder contact sur ces difficultés là et je sais qu'il y a avec certains et avec une personne notamment on a beaucoup plus travaillé ensemble par la suite. Sur des moments aussi parfois de doute d'écriture, de méthodologie où on a travaillé ensemble, on s'est soutenus, on s'est relus l'un l'autre, etc. Donc ça a vraiment été un soutien aussi important. Et c'est vrai que ça c'était important et vraiment d'avoir cette communauté autour de doctorants qui en plus sont dans ton domaine, c'était particulièrement enrichissant et ça permettait vraiment de se serrer les coudes parce qu'on expérimentait les mêmes difficultés, les mêmes questionnements sur l'orientation. Et après, on a pris tous des directions différentes, mais c'est vrai que c'était important de se dire qu'est-ce qu'on va faire après ou j'en ai marre de faire de la biblio, il faut que j'aille en bibliothèque, etc. Donc, ouais.
Mais c'est vrai que juste, je parlais de groupe, mais c'est vrai que juste d'être en binôme, disons, c'est déjà très bien Mm. parce quand l'un est peut-être un peu plus fatigué ou a moins envie, l'autre il peut te donner le petit coup de coude et dire allez, Oui, puis, allez, vas-y. le travail en sciences humaines est encore plus ingrat puisqu'on on n'a pas l'obligation d'être au laboratoire tous les jours. C'est vrai. Donc c'est vrai que moi, il y a des semaines entières où soit je l'ai passé en bibliothèque, soit je l'ai passé à travailler tout seul chez moi. Donc il y a cet effet-là aussi où on n'a pas l'effet communauté laboratoire qu'on peut avoir dans d'autres types de doctorats qui fait que on va pas voir les collègues ou on va pas voir les autres amis doctorants. Donc il y a aussi une solitude qui peut s'ancrer, qui peut se mettre en place, qui peut être difficile à briser. Et j'imagine pas la difficulté que ça doit être actuellement pour les doctorants qui doivent faire face à la situation Oui. actuelle et à la solitude qu'ils ont. Donc, faut pas hésiter. Ah non. Ouais, faut vraiment pas hésiter Non, c'est clair, c'est à clair. contacter Ouais, des c'est gens. vrai, et utiliser Zoom et les plateformes comme ça au max pour être en contact avec vos collègues, avec votre cohorte, ça c'est clair. Mais c'est intéressant, tu parles de cette question. J'ai entendu des conversations il n'y a pas très longtemps sur la santé mentale aujourd'hui des étudiants en général, des étudiants des universités, mais mais ceux qui sont au doctorat, à cause d'un peu de la pression dont on parlait, ça peut être un peu plus aigu. Et on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, mais pour pas donner cette image des fois, parce qu'on a un invité, on parle de ce qui s'est bien passé, on parle des succès, j'aimerais peut-être que tu partages un petit peu de moments pendant ton doctorat où il y a eu des obstacles. Et du point de vue oui, il y a eu des obstacles, et je pense qu'une thèse, par définition, c'est quelque chose de difficile et où les obstacles vont se présenter, mais peut-être de parler un petit peu de comment tu as composé avec ce qui s'est présenté à toi et comment tu as... parce que je ne sais pas si à un moment donné ou un autre, mais pour toi c'est arrivé, mais pour beaucoup de monde, il y a un moment où on se dit, ça y est, je lâche. Souvent, ça peut être à la rédaction ou ça peut être à d'autres moments durant la thèse. Est-ce que tu as quelque chose à partager Oui, de oui, ce ouais. côté-là? Ouais, comme je l'ai dit, moi j'ai eu 3 ans de financement, donc quelque part c'était un peu le rêve, même si en fait on passe 3 ans avec un gros sac à dos qui s'appelle une thèse et on l'enlève jamais en fait ce sac à dos même quand on est en vacances. Et ça je tiens vraiment à le préciser. Enfin une thèse on l'a toujours avec nous, on vit avec jusqu'au moment où on soutient. Et ça Mhm. on s'en rend compte qu'après, mais elle est tout le temps là. Et la dernière année en fait de thèse que j'ai eue, j'ai travaillé en même temps, c'est-à-dire que j'ai occupé un poste à temps plein dans en fait la communication et de la médiation scientifique au sein de Mhm. l'université. Donc travail à temps plein avec moi j'avais un objectif, c'était de soutenir en fait le plus tôt possible et d'essayer de pas trop prolonger et de pas m'attarder parce qu'il y avait aussi cette lassitude qui commençait à poindre et de se dire bon mais de toute façon faire ma thèse il faut que je la termine pour la valoriser par la suite. Oui. Donc il y avait aussi cette idée là de la finir pour après passer à autre chose et aller de l'avant. Et cette dernière année, elle a été très très difficile parce que j'avais plus de 35 heures de travail de base, puisque OK. j'étais employée, j'avais 39 heures de contrat, et que je travaillais tous les matins. Donc je me levais à 5h30 pour travailler jusqu'à 7h à peu près ma thèse. Je travaillais le soir, Mhm. je travaillais les week-ends. Je crois que sur les 2 derniers ou 3 derniers mois, j'étais à plus de 70 heures de travail par semaine. OK. Et en moyenne, je pense que j'ai été à plus de 60 heures sur toute une année de travail. Donc avec un épuisement en fait progressif qui s'est mis en place, avec aussi des difficultés parfois de compréhension des attendus de mes directeurs, etc. Donc Mhm. il y a eu un moment en fait, ça je m'en rappellerai toujours, où c'était un vendredi soir, j'avais terminé le travail et j'avais une entrevue avec mes directeurs. Et effectivement,
C'était au milieu de l'année, donc j'avais pas mal avancé et apparemment je n'allais pas dans la bonne direction en termes de rédaction puisque ma dernière année a été que de la rédaction. Et ça s'est tellement mal passé que je suis sortie, je me suis effondrée. J'ai appelé mon compagnon, je lui ai dit c'est bon, j'arrête. Tu t'identifies peut-être à cette expérience que vient de partager avec nous Marie Itoiz. Malheureusement, la santé mentale aux études de 3e cycle, le burn-out, l'anxiété, la dépression, c'est quelque chose qui est d'actualité et qui est assez prévalent. Avant de poser la question à Marie sur comment elle a géré ce moment difficile, pour réitérer combien il est important de mettre au premier plan sa santé mentale quand on est au doctorat. Si tu as des crises d'anxiété, si tu sens que tu es en burn-out, que tu n'as plus de jus à donner, si tu es en dépression, mets-toi et mets ta santé mentale en premier. Partage ce que tu ressens avec des proches, mais surtout, va chercher de l'aide professionnelle, qu'elle soit ou non offerte par ton département, par ton université. Il n'y a aucun délai, aucune contingence qui vaille plus que ta santé mentale. Et sur ce, retournons à ma conversation avec Marie Itoiz. Et là, ça a été très très difficile parce que effectivement, lui m'a dit non, tu ne vas pas, tu parles sous le coup de l'émotion. Donc, et effectivement, en fait, c'était vraiment l'émotion, c'était vraiment le trop plein. Je me suis octroyé en fait une journée. Je me suis dit bon, pendant une journée, je reste chez moi, je demande à faire du télétravail, ce qui à l'époque n'était pas du tout en fait accepté et autorisé. J'avais vraiment besoin d'être un peu dans un cocon, d'être un peu protégée pour en fait on va dire reprendre toutes ces forces là et vraiment récupérer tout ça pour me dire en fait non, je m'autorise pas réellement d'arrêter, je n'ai pas vraiment envie d'arrêter, c'est vraiment que de l'émotion, c'est vraiment du ras-le-bol. On y va, on reprend et demain on se remet à rédiger. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je me remettais à rédiger, je retravaillais à nouveau, j'ai repris tout du début et il y a eu d'autres moments où il y a eu pas aussi fort, mais ça a vraiment été quelque chose d'assez difficile et je suis ressortie à la fin de la thèse, au bout de la soutenance, j'étais vraiment très 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 fatiguée. Mais j'imagine. Est-ce que tu avais d'autres moyens ou d'autres personnes ressources à part ton copain ou d'autres ressources auxquelles tu avais recours pour t'aider? Oui, j'ai une collègue du laboratoire qui elle me voyait progressivement décliner, voyait aussi les difficultés que je pouvais avoir et qui sur la fin a vraiment en fait travaillé dans mon sens pour pouvoir en fait pousser mes directeurs en disant bon c'est bon maintenant elle est prête. Il faut que ça s'arrête, c'est plus possible parce que là en fait son travail est correct, c'est bon, donc on finit, on soutient et au moins ça sera terminé. Donc, et effectivement ça s'est terminé et ça s'est bien terminé puisque j'ai eu quand même de bons retours du jury, donc voilà. Vraiment ce collègue c'est génial. Sur les derniers moments a été un soutien. Et morale et aussi une autorité aussi pour aider à avancer et favoriser, on va dire, la fin de cette thèse dans des conditions à peu près correctes. Très bien. C'est vrai que les gens qui sont autour de nous, surtout s'il y en a qui sont bienveillants envers nous, c'est clé. Après, il y a aussi, parce que il peut y avoir du monde pour qui ça devient une question de santé mentale. Et de la même façon qu'on parlait tantôt des ressources pour trouver des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, à l'université aussi, on a accès à des choses, parce qu'on est universitaire, à des ressources de ce côté-là, du côté santé mentale. Ouais. Et
Vas-y, Non, je te laisse. il faut pas hésiter, oui, à en parler, à parler des difficultés qu'on peut avoir. Et c'est pas facile, c'est quelque chose en fait qu'en tant que doctorant parce qu'on imagine que ça fait partie du job, qu'en Mhm. fait, que c'est normal en fait d'encaisser autant de pression, que c'est normal en fait d'encaisser autant de doutes, etc. Mais en fait, ça l'est pas. Et je sais que j'avais vu passer des études aussi sur du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Il y a des Mhm. choses vraiment très très graves qui peuvent se passer et en fait, faut pas hésiter en tant que doctorant, surtout quand on a la possibilité d'être sous contrat. On est Mhm. salarié quand même d'une université et en tant que salarié, on est protégé. Et même si on n'est pas Ouais. salarié, on est quand même protégé contre en fait toutes ces formes de violence. Et il faut pas hésiter à faire remonter ça. Et même si c'est difficile, à se battre pour au moins, en tout cas, raconter et faire remonter ça, mais c'est très, très Je, suis- compliqué. je, suis- Je suis totalement d'accord. Et si on parlait en milieu d'entreprise, tout le monde serait d'accord directement. Mais, n'est-ce pas? Et donc, mais c'est très important le point que tu dis. Et si quelqu'un est dans une telle situation en ce moment et se sent, ah, mais je suis juste un élève ou à ce feeling que je suis un disciple de la personne qui est sur une espèce de piédestal. Non, vous êtes des jeunes adultes qui est en train de travailler, oui, sur une thèse, mais vous êtes des jeunes professionnels, oui, en formation d'une certaine façon, mais vous avez des droits et un des droits, c'est d'avoir votre santé mentale et de ne pas permettre que personne vous piétine ou même, tu parlais tantôt, tu as pris un jour pour recadrer tes émotions, mais si après ce un jour, les émotions sont toujours là et que c'est trop lourd, faire un arrêt, Ah oui. prendre une pause ou même quitter la thèse parce que si cette thèse va vous pourrir la vie pour l'avenir, elle vaut pas la chandelle si ça va jusque-là. Je suis tout à fait d'accord. Moi c'était ma volonté en fait de la continuer. Ça a été uniquement ma volonté. Je connais d'autres personnes en fait qui ont décidé d'arrêter. Et même si en fait arrêter c'est aussi difficile en fait que de se dire on continue parce que les mécanismes sont différents. Mais en fait c'est pas une fin en soi. Tout ce que vous avez, enfin tout ce qu'on traverse en fait, même si on décide d'arrêter, c'est acquis, c'est de l'expérience qu'on a acquis à faire des choses et on pourra toujours d'une manière ou d'une autre en fait la revaloriser et ça vaut Mhm, pas le coup en fait de se de se détruire, de se dévaloriser et de vraiment se faire du mal pour quelque chose en fait qui nous importe mhm, pas ou qui nous apporte pas suffisamment. Et mhm. clairement, oui, il faut vraiment ouais, peser le pour et le contre Oui, et on a des droits, oui, effectivement, en tant oui, qu'étudiant, que ça soit du côté étudiant, mais que ça soit aussi du côté salarial, on a des droits et on n'a pas voilà. le droit d'être en souffrance. Mais je suis super content qu'on ait passé ces quelques minutes à parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que ça devient de moins en moins tabou, Ouais, mais je pense que c'est toujours utile d'en parler et s'il y a quelqu'un qui écoute avec qui ça résonne, ma mission va être accomplie, ouais, disons. faut pas. Mais génial. Donc là, on a parlé de tout ça, de ton doctorat, et là, donc toi, tu es sorti avec un doctorat en histoire des sciences. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on se... Déjà, est-ce que tu as eu le moment, est-ce que tu as eu une décision, est-ce que je reste dans le milieu universitaire ou pas? Et parce que je sais que tu n'es pas resté, comment ça s'est passé? Comment tu as convaincu quelqu'un que oui, moi, Marie, oui, j'ai un doctorat en histoire des sciences, mais je suis la personne pour votre équipe. Alors ça passe par deux points. Il y a un des premiers points qui m'a fait beaucoup bouger, c'est le poste que j'ai occupé pendant que je faisais ma thèse et Mhm. que j'ai gardé pendant un an de plus en fait. Donc je travaillais dans un OK. service de communication au niveau de l'université et je travaillais à tout ce qui est valorisation du patrimoine instrumental et technique de l'université. En gros, OK. l'université avait des vieux instruments scientifiques qu'elle gardait en termes de collection. L'idée, c'était de travailler Mhm. sur l'identification de ces objets et puis de les valoriser à travers des expositions. On a fait un escape game surtout aussi, donc ben voilà, pas mal Mhm. d'initiatives dans ce sens-là. Et ça m'a beaucoup plu.
parce que ça me permettait à la fois de travailler dans le milieu universitaire et d'avoir toute une réflexion aussi scientifique et épistémologique sur les objets sur lesquels je travaillais. Donc ça, c'était vraiment en ligne directe avec mon travail de thèse et de chercheuse. Donc je pouvais vraiment utiliser cette partie-là pour rédiger des articles ou pour vraiment mener une réflexion sur les pratiques scientifiques. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et il y avait ce côté aussi, après médiation, contact avec le public, qui renouait aussi avec quand j'étais enseignante à expliquer des choses, etc. Donc c'était vraiment, ça a été une ouverture sur ça. Je me suis dit, ça, c'est une opportunité de carrière ou de voie possible qui est assez intéressante et qui m'intéresserait. Et c'est là où je me suis dit, bon, de toute façon, la voie de la recherche pure était très compliquée dans le sens où obtenir un poste en France, c'était difficile. Donc c'est vrai que c'est une idée qui m'a un peu effleuré l'esprit, mais très rapidement, je l'ai remisée de côté puisque elle était vraiment impossible à réaliser, ou alors dans beaucoup, beaucoup d'années et avec beaucoup, beaucoup d'efforts, ce que je n'étais pas forcément prête à accepter. Et je me suis dit, bon, on va aller voir du côté médiation scientifique, valorisation, qu'est-ce qui se passe. Et puis, une fois qu'on se dit, mais on va voir de l'autre côté, mais pourquoi ne pas carrément ouvrir la porte en grand et se dire, on va peut-être aller voir aussi dans des entreprises privées, qu'est-ce qui me plaît, etc. Et il y a eu tout un travail de réflexion, puisqu'à un moment, en fait, mon contrat s'est terminé. Il s'est terminé, alors, c'était 2018. Et j'étais au chômage pendant 1 an. Donc, ça a été une longue période. Pendant 1 an, j'ai été au chômage. Donc, longue période de réflexion, longue période de travail sur soi, sur en fait, mais qu'est-ce que m'a apporté mon doctorat, quels sont mes moteurs en fait en termes de travail, en termes de valeur aussi, etc. Et à un moment, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler par projet, c'est travailler avec des milieux où je vais pouvoir avoir de l'émulation intellectuelle, etc., etc. Peu importe le domaine. Et il s'avère que ce genre de moteur, c'est plutôt vers le privé qu'on va les trouver. Oui. Donc je suis partie. Mais ça fait peur le privé. Moi, quand j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire, ça m'a fait peur parce que je connaissais pas ce milieu-là. Ah oui, ouais. C'est un monde totalement nouveau. Surtout que moi, mes expériences professionnelles étaient toutes dans le domaine public, donc vraiment c'est deux mondes totalement séparés et très différents. Ça fait peur, ouais. C'est pas le même langage, c'est pas la même façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Et alors, en ce sens, j'ai été beaucoup aidée et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'APEC, qui est une association en fait pour les cadres en France, qui accompagne aussi les doctorants et les docteurs. Donc, très intéressante aussi pour des ateliers de formation, pour, pareil, apprendre à pitcher, à rédiger un CV, à travailler sur ses entretiens, sa présentation. Donc, et ils sont vraiment orientés, ils ont beaucoup de contacts avec le privé. Donc voilà, typiquement, construire son LinkedIn, faire du réseau sur LinkedIn, faire des interviews métiers. Enfin voilà, il y a toutes ces démarches-là que je n'avais pas, qui m'ont apprises. Et vraiment, c'est une source, une mine d'informations capitale que je recommande. Ça, c'est génial. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as droit quand tu es au chômage ou comment ça marche, l'APEC? Alors, en fait, il y a 2 possibilités. C'est soit, en fait, on est au chômage et on a été cadre précédemment et on a cotisé, donc on a le droit, en fait, d'intégrer l'APEC. Soit, en fait, comme moi, on est à un niveau en fait, d'études, Bac plus 8, qui fait que Pôle emploi en France, en tout cas, n'est pas en capacité de nous apporter un encadrement optimal sur les postes qu'on cherche. Donc, l'APEC, en fait, prend en partie, ou en tout cas peut nous aider dans ce sens-là pour travailler et son réseau et, en fait, sa manière de se présenter plus en adéquation avec les postes qu'on cible, en fait. C'est Donc, c'est génial. Et tu parles de réseau et c'est vrai qu'aussi une autre chose, c'est quand on change d'univers comme ça, notre réseau ne se croise pas ou
potentiellement très peu avec le réseau où sont ces gens-là qui sont du côté privé. Aucunement. Et un des conseils que je peux donner aussi aux personnes qui sont doctorantes, c'est chercher et aller faire alors c'est difficile, mais des forums pour l'emploi. C'est difficile avec le contexte actuel, mais c'est vrai que des forums pour l'emploi, c'est aussi des moments où soit on est préparé et on a déjà ciblé des entreprises qui nous intéressent, soit en fait on est moyennement préparé, parce que j'ai expérimenté les deux, mais en fait tous les retours des personnes à qui vous donnez un CV, si vous avez l'occasion de les rencontrer, c'est toujours en fait des mines d'or d'informations. C'est toujours intéressant de faire des retours sur ça. Ça permet d'avoir des noms, de les recontacter. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu en fait le contact du directeur de l'unité de l'entreprise dans laquelle je suis maintenant en fait. Ok. Et donc bon, c'est super, et c'est plein de bons tuyaux pour les gens qui écoutent, parce que c'est ça, dans le fond, tout ce dont tu viens de parler, c'est comment aller combler les fragilités ou les lacunes qu'on peut avoir quand on arrive dans le milieu privé et qu'on vient tout frais du milieu académique. Et si, encore une fois, les ressources auxquelles on a accès, les utiliser, de ne pas utiliser, c'est comme une opportunité manquée, et ça se peut qu'à un moment donné, dépendamment des ressources, là je pense, il y en a que tu passes à un certain âge, tu peux plus les utiliser, ou en tout cas, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut toujours essayer d'avoir l'œil ouvert de à quoi j'ai droit maintenant assez facilement et qui pourrait vraiment me propulser ou m'aider vers quelque chose d'autre. Mais là, la chose où je suis curieux, c'est dans ces expériences d'entrevue ou dans ces fausses entrevues, j'imagine. Est-ce qu'il y en avait juste est-ce que c'était juste des fausses entrevues, ou tu as aussi eu, avant d'avoir ce poste que tu as maintenant, d'autres entrevues dans le privé qui n'ont pas abouti à quelque chose? Pourquoi je demande la question, c'est j'aimerais que tu racontes une histoire où, et en tout cas, je te demande ça comme ça, peut-être que tu n'en as pas, un moment, une conversation que tu n'oublieras jamais en entrevue, une question qui était drôle par rapport à pourquoi tu as un doctorat été ici, ou quelque chose comme ça. Alors ça le nombre de fois où on me l'a posé. Non, il y en a plein, parce que il y a eu plein de j'ai eu plein d'entrevues différentes pour des postes, parce que j'ai postulé à beaucoup de choses différentes aussi sur cette année-là. En fait, les retours principaux que je peux faire, et souvent c'est ce qu'on m'a fait, et ça dépendait des secteurs et des personnes, je pense surtout. Mais souvent on m'a dit, mais est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer sur ce poste? Voilà. Je l'ai déjà entendu, ça. Voilà. Vous n'allez pas vous ennuyer. Donc oui, ça a été les questions, et j'ai une personne en fait qui m'a posé cette question, que j'ai trouvée en fait sur le coup très très pertinente, parce que il m'a dit, moi je veux bien vous prendre en fait, parce que là c'était pour une alternance. Il me dit, je veux bien vous prendre. Il me fait, je doute pas que vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Je pense que vous allez vous ennuyer, mais je pense après que vous allez vous débrouiller. Il me fait, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ce poste-là? Et c'est la première personne qui vraiment en fait n'a pas vu la personne avec un doctorat qui arrivait pour un poste et qui voulait un poste, mais qui s'est dit que peut-être en fait la personne qu'elle avait en face de lui avait vraiment besoin d'un emploi. Et ça c'est quelque chose aussi qui a été très peu posé dans certains des entretiens, de savoir en fait la personne qu'on a en face, elle est peut-être effectivement surdimensionnée pour le poste, mais est-ce que derrière le fait qu'elle postule, il n'y a pas aussi des nécessités beaucoup plus concrètes, on va dire, qui fait qu'elle postule à ce poste? Et ça, je trouvais ça excessivement pertinent à un moment de se dire, bon ben voilà, j'ai quelqu'un de surdimensionné,
mais cette personne-là, elle a vraiment besoin de travailler parce que elle a plus de chômage, elle a pas de chômage, ou elle doit nourrir ses enfants, etc. Donc ça, je trouvais vraiment intéressant. En dehors de se dire oui, vous allez vous ennuyer sur le poste, oui, mais peut-être que si je veux ce poste, c'est parce qu'en fait il y a d'autres objectifs derrière que de m'ennuyer, Mais oui. et c'est pas ça que je cherche en fait. Donc Oui. ça, j'ai trouvé ça très 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 intéressant comme question. Mais ouais, la plupart du temps c'était est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer. Très bien, parce que moi ce que je me dis, c'est qu'une des choses qu'il pense, c'est est-ce qu'elle va bien s'intégrer à l'équipe. Ouais. Aussi, une autre question qui est peut-être en arrière-plan, c'est est-ce qu'après elle va vouloir, parce que moi je veux la mettre dans ce poste-là, est-ce qu'après elle va vouloir vite changer vers un autre poste de plus de responsabilité avec un plus gros salaire, etc., etc. Il y a plein de choses qui viennent après. Mais là, pour terminer, peut-être parlons de ce poste que tu as maintenant. Et cette conversation, comment elle s'est passée? Tu m'as dit que tu étais bien préparé. Ouais. Pour celui-là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire être bien préparé et peut-être aussi de comment tu as été accueilli dans cette entrevue ou dans ces entrevues, je sais pas comment ça s'est passé, parce que c'est beaucoup une boîte noire, cette histoire des entrevues d'emploi, surtout quand on vient de sortir d'un doctorat, et cette question aussi de comment on se prépare pour. Alors moi ça s'est fait en plusieurs fois. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, j'ai vu le directeur de l'agence sur un forum pour l'emploi. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer, puisqu'en fait, on avait transmis nos CV et puis c'était des personnes intéressées qui allaient nous vouloir nous rencontrer. On avait des rendez-vous comme ça, qui étaient planifiés. Donc j'ai rencontré Pierre-Jean Auriol, qui était directeur de la People Unit de Capgemini à Clermont-Ferrand. Et on a eu un entretien de 15 minutes, je crois, donc où il a détaillé mon CV, il m'a posé des questions sur mon parcours. À un moment, il m'a posé une question en anglais en me disant are you fluent or can you speak easily in English? Donc on rembraye, etc. Donc quelque chose d'assez classique. Et puis il m'a dit écoutez, moi maintenant j'aimerais, de toute façon ça fait partie du process, j'aimerais que vous rencontriez un manager de notre côté plutôt fonctionnel pour voir comment ça va se passer. Donc j'ai rencontré en fait ce manager une semaine plus tard. Et effectivement, il y avait des aspects, parce que j'ai eu un débrief par la suite avec Pierre-Jean, il y a eu des aspects techniques auxquels, en fait, sur lesquels moi, je n'étais pas formée, puisqu'on rentrait vraiment sur du technique. Capgemini, c'est une entreprise de services informatiques. Donc, il y a de la maîtrise de logiciels que je n'avais pas, de la connaissance vraiment typique en Oracle, en XML, etc., que je n'avais pas. Voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas fonctionné sur ce deuxième entretien. Et quelques mois plus tard, j'ai eu à nouveau un message de Pierre-Jean Auriol qui me demandait en fait si je souhaitais refaire un entretien avec un autre manager. Et c'est mon manager actuel, Stéphane. Avec qui on a passé, il me semble qu'on a passé 2 heures à parler. Quand même, Voilà, à parler du travail, des possibilités, de l'entreprise, etc. Donc là, vraiment, ça a été, on n'était plus vraiment sur de l'entretien formel. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. On était plus sur de l'échange, sur la présentation de l'entreprise. Et c'est là en fait qu'il m'a dit écoute, moi ton profil semble m'intéresser parce que ça fait pas longtemps que tu sors de l'université, tu as un mindset en fait pour de l'apprentissage rapide. Et moi ça m'intéresse parce que moi j'ai besoin de quelqu'un qui est formé dans ce logiciel-là, le logiciel Workday, que la formation c'est 10 jours, c'est en anglais, c'est 10 jours en continu et qui a 30% de réussite. Donc, et il me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu réussisses ça. Je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en RH, je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en SI. Moi, je sais que tu penses y arriver. Je lui dis oui, peut-être, sûrement. Il me dit ok, très bien. Et un mois plus tard, en fait, je rentrais dans l'entreprise. C'est génial. Et est-ce que dans ces conversations,
bon, en tout cas, ils avaient déjà vu ton CV. Ils savaient que tu venais de l'histoire de la science. Bon, moi, où j'aimerais aller chercher peut-être un peu plus quelque chose, c'est pourquoi tu penses qu'ils sont allés te chercher? Et qu'est-ce que tu avais fait parce que tu as fait du travail de préparation avant, tu as dit, tu étais venu préparer. Et peut-être, et on en a parlé un peu avant qu'on se mette à enregistrer, de travail sur valoriser ton doctorat et ce que tu avais fait au doctorat. Comment est-ce que tu peux donner, puis, et là on termine l'entrevue, mais 2 ou 3 points clés qui t'ont permis de te mettre sur le marché du travail avec le doctorat que tu as, mais de mettre en valeur certains points qui ont attiré l'attention de ton employeur. Mhm. Je pense que c'est effectivement ce travail réflexif du doctorat et d'extraire les compétences en fait liées à mon doctorat. C'est pas juste les connaissances parce que quelque part c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui je pense à matcher et ce que je retrouve en fait dans le travail que je fais actuellement, c'est toutes les compétences en fait de recherche, d'information, de curiosité, d'aller toujours se questionner, de rechercher en fait des réponses. Toutes ces compétences en fait qu'on a quand on fait un doctorat et qui sont valables pour tous les doctorats. C'est d'aller chercher de l'information, d'aller savoir la chercher au bon endroit, ou en tout cas de trouver le bon endroit où est l'information, de se remettre en question en fait, d'avoir cette capacité à regarder de près des choses et puis à prendre de la distance aussi. Tout ça en fait, c'est ça qui, je pense que c'est ça qu'ils ont vu au travers de ce que j'ai pu échanger, de ce que j'ai pu montrer en fait dans mon CV, et c'est ça qui et c'est ça qui match en fait. C'est eux, ils l'ont vu et c'est ça qui match maintenant dans mon travail. C'est ce qu'ils recherchent et je pense qu'on a vraiment ce travail-là nous à faire en tant que doctorant et docteur, de pas mettre en avant forcément les connaissances qu'on a acquises au doctorat, savoir la bibliographie, etc. Mais vraiment tout ce qui est transférable, que ça soit en gestion de temps, de projet, d'écriture, de pitch, vraiment de recherche d'informations, de modélisation, de mise en place de l'information, à tous ces niveaux, parce que quand on est docteur ou doctorant, on va parler à des spécialistes, à des non-spécialistes, en anglais, en français. On va avoir un auditoire très large, très petit. On va être très pointu ou très généraliste. Tous ces niveaux-là, en fait, tout ça, c'est réutilisable à l'infini dans le monde du travail. Oui, très bien. Et la personne, ton manager, il a parlé d'apprentissage rapide. Et moi, une des choses que je dis des fois, c'est que quand on sort d'un doctorat, on a vraiment bien appris à apprendre. Et sûrement des compagnies comme ça où il faut des gens flexibles et qui apprennent des nouvelles compétences assez rapidement, c'est clair que ça va leur intéresser quelqu'un avec un profil comme les docteurs. Marie, là c'est vraiment la fin de l'épisode. On a vraiment couvert beaucoup de terrain et je suis super content de tout ce dont on a parlé. Je pense qu'on aurait plus à parler, mais ton trajet, c'est pas mal clair comment il s'est suivi. Je pense que c'est clair aussi que c'était pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments difficiles, des moments où tu as dû te concentrer et reprendre tes énergies pour dire ok, je fais le sprint final. Et après, moi, ce que je trouve super pertinent, c'est d'être ouvert parce que il y a un certain deuil, il peut y avoir un certain deuil quand on quitte le milieu universitaire, parce qu'on quitte une communauté, on quitte quasiment un village. Un village, c'est ça, un village physiquement. On va plus être sur le campus et on peut des fois résister ou comment dire inconsciemment, avoir une résistance à aller vers quelque chose d'autre. Et là, tu as montré que clairement, tu t'étais ouverte à aller prendre des cours, aller chercher des gens, des ressources ou aller chercher des ressources tu as parlé de l'APEC. L'APEC, oui, c'est ça. À l'APEC et de dire, bon, oui, j'ai fait un doctorat, oui, j'ai fait une soutenance, mais là,
il me faut quelque chose d'autre pour passer au prochain chapitre, mais de le faire et d'aller croiser des gens. Et en plus, c'est qu'il y a aussi une côté réseautage là-dedans dont on n'en a pas parlé tant que ça, mais que je suis sûr a été importante. Donc, vraiment super content de notre conversation. Maintenant, si les gens, ça a résonné avec eux, ce que tu leur as dit, ils passent à travers les mêmes choses et ils veulent te joindre, te passer un mot, te poser une question, comment est-ce qu'ils font ça? LinkedIn. J'y suis régulièrement et je réponds aux sollicitations et tout comme en fait on a pu m'aider sur des enquêtes métiers et tout comme en fait on a pu me conseiller vraiment là-dessus je suis pour le transfert d'infos et avec plaisir vraiment sur LinkedIn. Génial. Donc, vous pouvez rechercher Marie Itoiz, I-T-O-I-Z, et vous allez la trouver. Et c'est ça. Et vous la voyez pas, vous entendez sa voix, et je vois qu'il y a une bienveillance en elle. Et c'est surprenant combien il y en a sur LinkedIn. Et je pense au réseau de gens qui ont des doctorats et avec qui je parle. Les gens veulent tellement aider les jeunes, les nouveaux docteurs. C'est assez impressionnant et ça fait chaud au cœur. Ouais, tout à fait. Marie, merci énormément d'avoir passé presque 1 heure à parler avec moi. Je suis vraiment reconnaissant et je suis sûr que les auditeurs et auditrices vont pouvoir retirer beaucoup de ce qu'on vient de partager. J'espère. Mais merci beaucoup à toi, David, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir et de te rencontrer et puis de participer au podcast. Et j'espère également que ça va aider les auditeurs, auditrices et puis et hâte d'écouter le prochain épisode avec la prochaine personne que tu inviteras. Super, merci beaucoup. Allez, à la prochaine alors. À la prochaine, au revoir. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si l'histoire de Marie a résonné avec toi, n'hésite pas à la joindre sur LinkedIn, à lui poser des questions si tu en as, ou même juste pour la remercier de si généreusement avoir partagé son histoire à mon micro. Et si la plateforme où tu écoutes tes podcasts le permet, n'hésite pas non plus à y laisser un like, un cœur ou un commentaire pour Papa PhD. Merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.